Alors, s'il vous plaît. Alors, s'il vous plaît. Alors, collègues, compte tenu qu'on va compléter nos travaux à 6h30, j'ai besoin de votre consentement pour dépasser 18 heures. Est-ce que j'ai le consentement? Consentement pour dépasser 18 heures? Consentement? Merci. Alors, M. Thibault, Mme Vincent, Mme Lecomte, bienvenue. Vous avez 10 minutes pour faire votre présentation, suivi d'un échange avec les membres de la commission. Alors, s'il vous plaît, pour faire une transcription, donnez votre nom et votre titre, ainsi que ceux qui vous accompagnent. Et vous avez 10 minutes pour faire votre présentation. Bien. Moi, je suis Jean-Marie Thibault. Je suis le président du conseil d'administration du Centre de réadaptation de l'Ordre Cormier Institut universitaire. À ma droite, vous l'avez rencontré déjà à une autre présentation, Mme France Lecomte, qui est notre directrice des services à la clientèle. Et à ma gauche, quelqu'un qui va pouvoir vous répondre de façon très concrète, c'est Mme Brigitte Vincent, qui est la coordonnatrice du programme de jeux pathologiques au Centre de l'Ordre Cormier. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les membres de la Commission, le Centre de l'Ordre Cormier Institut universitaire sur les dépendances tient à remercier les membres de la Commission de la santé et des services sociaux de lui donner l'opportunité de faire valoir son point de vue et celui des joueurs pathologiques dans le cadre des auditions publiques sur le projet des règles abrogeant la disposition qui prohibe la vente, le service et la consommation de boissons alcooliques à l'intérieur des aires de jeu. Le CDC-IUD, comme on l'appelle, est un centre de réadaptation public, membre de l'Association des centres de réadaptation à dépendance du Québec, qui regroupe tous les centres publics à travers la province, qui dessert au-delà de 50 000 usagers annuellement. Il offre, notre établissement, comme les autres, des services gratuits à plus de 7 000 Montréalais par année, ayant des problèmes d'alcool, de drogue, de jeux et de cyberdépendance. À titre d'Institut universitaire sur les dépendances, il veille à l'avancement des connaissances dans le domaine des dépendances, tant sur le plan de la recherche que de l'enseignement et du développement des pratiques de pointe. Le centre compte près de 400 employés, dont environ 300 cliniciens. De plus, 22 chercheurs réguliers et collaborateurs, ainsi que 3 groupes de recherche. Le RISC, qui est la recherche et l'intervention sur les substances psychoactives au Québec. Le GRIF-Jeu, qui est un groupe de recherche sur l'intervention et les fondements en jeu. Et l'équipe Hermès sur les habitudes de vie et recherche multidisciplinaire. Ils sont associés de façon étroite. Pour poursuivre la présentation et rentrer dans le vif du sujet, je donnerai la parole à Mme Brigitte Vincent. Bonjour. La préoccupation que nous désirons partager avec vous concerne l'impact de l'introduction de l'alcool dans les aires de jeu sur les 44 000 Québécois, soit le fameux 0,7% de la population de 18 ans et plus, qui présentent un problème de jeu pathologique, ainsi que sur les personnes de leur entourage. Au-delà des statistiques, le CDC-IUD tient à témoigner de la réalité des personnes que les intervenants accompagnent au quotidien dans la difficile démarche de se sortir de l'emprise du jeu et de retrouver une certaine sérénité. Le jeu pathologique est défini dans le DSM-4 comme étant une conduite de jeu répétée, persistante et inadaptée qui perturbe la vie personnelle, familiale ou professionnelle. Au Centre de l'Ordre Cormier, Institut universitaire sur les dépendances, plus de 400 personnes sont traitées annuellement au programme Jeux pathologiques. Ces personnes vivent avec une détresse cliniquement significative qui origine de leur habitude de jeu. Nous soutenons également
une cinquantaine de personnes vivant dans l'entourage d'un joueur qui subissent des répercussions majeures liées au jeu sur leur existence et celle de leurs proches. En effet, le jeu pathologique affecte jusqu'à 5 à 10 personnes par joueur pathologique. Plusieurs recherches se sont intéressées aux conjointes des joueurs car elles figurent en première place parmi les personnes touchées par le jeu. Certaines d'entre elles développent des comportements de consommation. Ici, on parle tabac, alcool, drogue et bien divers. Alors que plusieurs d'entre elles se retrouvent mêlées aux problèmes financiers des joueurs en empruntant, en contractant une deuxième hypothèque ou en augmentant leur crédit personnel pour alléger leur dette familiale. En plus des problèmes conjugaux, certaines vivent des problèmes au travail, développent des symptômes physiques ainsi que des problèmes légaux. Les enfants des joueurs subissent également plusieurs conséquences négatives. Ils peuvent avoir l'impression de perdre le parent qui, notamment en raison des absences fréquentes et prolongées, est absent. À notre avis, aux 44 000 Québécois qui présentent un problème de jeu pathologique, il faut ajouter le pourcentage représenté par les membres de l'entourage qui, comme démontré par les recherches ou par notre pratique clinique, vivent de graves conséquences au plan biopsychosocial. Cette conception de la réalité sociale du phénomène augmente grandement l'impact de cette problématique sur la santé publique. Pourquoi, selon nous, existe-t-il un lien causal entre la consommation d'alcool et le jeu pathologique? Une des interventions de base des cliniciens est d'identifier avec leurs clients des facteurs de protection et de le mettre en place. Le fait d'être sobre lorsqu'ils jouent, jeu contrôlé, ou d'être dans une situation à risque, exemple, réception de leur paye, situation de stress, conflit, en est un important. Le jeu pathologique est considéré comme un trouble de contrôle des impulsions et l'alcool a un effet désinhibiteur, ce qui ne peut qu'accentuer la perte de contrôle. Rappelons que 50% des joueurs pathologiques présentent aussi des problèmes liés à l'alcool. Il est clairement démontré qu'il y a une relation causale entre la consommation abusive d'alcool et le jeu pathologique. La perte de contrôle peut induire une prise de risque plus élevée et conduire le joueur à mettre en jeu des mises plus élevées, à avoir un jeu moins prudent, moins réfléchi et ainsi augmenter ses pertes. Soulignons que le besoin incontrôlable de retourner jouer pour se refaire fait partie des critères diagnostiques du jeu pathologique. De plus, l'alcool, en altérant le jugement, diminue la capacité du joueur à évaluer ses chances réelles de gain et altère le souvenir des pertes subies dans le passé, ce qui peut prolonger l'épisode de jeu et donc vraisemblablement augmenter les pertes d'argent. La perte de contrôle peut aussi amener le joueur à dépasser les limites qu'il s'est fixées et jouer des sommes qu'il avait décidé de protéger, comme par exemple le montant nécessaire pour faire l'épicerie ou pour faire l'achat des médicaments. Suite à ce type d'événement, la honte, la culpabilité ressentie par le joueur sont alors très présents. Éducalcool fait d'ailleurs une mise en garde très claire à cet effet. Les individus qui apprécient les jeux de hasard et d'argent, et je les cite, devraient éviter de consommer de l'alcool. Mélange alcool-jeu accroît les risques de jouer de façon inappropriée, voire pathologique. C'est un mélange toxique. De nombreuses études établissent un lien entre le jeu pathologique, les idéations suicidaires et les tentatives de suicide. Et un des prédicteurs du passage à l'acte est une grande perte financière. Être intoxiqué à l'alcool est aussi un grand prédicteur du passage à l'acte, au plan suicide. Si le joueur sort du casino intoxiqué, honteux et ayant subi une perte importante, aura-t-il plus de chances de tenter de s'enlever la vie? Un argument pour l'alcool aux aires de jeu serait de dire de toute façon, il y a déjà des bars au casino et il est donc
possible d'y consommer de l'alcool. Je pense que je vais sauter le paragraphe puisqu'il reste 1 minute au niveau, je pense qu'on vous a fait la démonstration que de prendre du recul, la personne est à nouveau, parce que le jeu dissocie la personne de la réalité et même de ses propres impressions physiques. Donc, je ne ferai pas la démonstration puisque ça a déjà été fait. Ce que je peux vous dire, c'est que nos usagers nous disent très clairement que ça leur permet de se reconnecter avec la réalité quand ils quittent le jeu ou la machine. Et là, par exemple, de prendre leur cellulaire et de voir qu'il y a à peu près 10 messages de leur femme, de leur conjointe sur le cellulaire, et là, de se rappeler leurs objectifs de réadaptation et peut-être de quitter. Il est possible de penser que le même phénomène donc se reproduit lorsque le joueur décide de quitter la table de jeu que celui pour aller fumer une cigarette. S'il vous plaît. Alors, alors je pense que la seule recommandation que l'on peut faire pour nous qui soutenons les joueurs, c'est au nom des joueurs pathologiques, au nom des intervenants qui travaillent à Delorme-Cormier, nous recommandons de ne pas introduire d'alcool aux tables de jeu et aux aires de jeu du casino. Nous espérons avoir fait la démonstration que le fait d'introduire de l'alcool aux aires de jeu équivaut pour notre société à faire le choix d'installer un facteur de risque qui nuit au rétablissement des personnes vulnérables et peut accentuer la sévérité de leur dépendance. Merci pour votre présentation. Alors, le bloc pour le gouvernement pour 22 minutes. Alors, Monsieur le député de Argenteuil. Merci, Monsieur le Président. Bonjour. Merci d'être là pour éclairer nos connaissances et nous permettre de prendre des décisions qui seront bénéfiques pour tous les joueurs du Québec. Alors, Monsieur le Président, j'aimerais opposer 2 situations pour aller chercher le point de vue des experts qui sont devant nous. Donc, on est ici pour, depuis un bout de temps, en fait, on discute beaucoup du risque d'augmenter le nombre de joueurs pathologiques en permettant la consommation d'alcool dans les aires de jeu. Ça me paraît actuellement, depuis quelques minutes, l'élément essentiel de notre discussion. Alors, les 2 situations que j'aimerais opposer sont les suivantes. La première, j'en ai parlé plus tôt dans la journée, en parlant de l'évolution du monde du jeu au Québec depuis 1992. Alors, je dis à ce moment-là que depuis 1992, il y a eu 16 décisions ou décrets de prise, 12 par le gouvernement du Parti libéral de l'époque, 4 du Parti québécois, et dans les 12 prises par le gouvernement libéral, et là, il y a eu besoin peut-être, Madame la députée de Groux, du volume intéressant que tu nous suggérais tantôt, peut-être que le ministre des Finances de l'époque en aurait eu besoin, parce que dans les 12 interventions, il y a eu l'implantation du jeu en ligne. S'il vous plaît. Collègues, je vous demanderai d'adresser la présidence en vos interventions ou les questions à nos invités. Alors, Monsieur le Président, dans cette implantation-là du jeu en ligne qui a été fait en 2010, malgré l'opposition de 14 groupes qui sont venus déposer des mémoires qui disaient l'inverse, qui s'opposaient, cette décision-là a été prise et la conséquence, c'est qu'on a quelqu'un qui est assis tout seul dans son salon, dans sa chambre, qui peut boire à volonté, qui peut même fumer à volonté, qui fait ce qu'il veut, sans aucune protection. À l'opposé, actuellement, la situation, Monsieur le Président, c'est qu'on nous a démontré ce matin que les joueurs fréquentent moins les casinos, mais ne jouent pas moins. Ils vont jouer ailleurs. Donc, la suggestion que je comprends de l'Auto-Québec, c'est de récupérer ces joueurs-là et les amener dans un endroit contrôlé, un endroit sécuritaire, un endroit où ils recevront des services appropriés à leur dépendance, si dépendance pathologique il y a. Donc, quand on me dit qu'on craint que le fait d'offrir des consommations alcooliques à des joueurs potentiellement influençables, ou on pourrait appeler d'autres termes, donc la solution, c'est de ne pas vendre de boissons alcooliques. Donc, à mon avis, en ne faisant pas cette mesure pour amener les gens dans un milieu sécuritaire, on les laisse à eux-mêmes.
On ferme les yeux, on se met la tête dans le sable et on les laisse aller en pleine nature. Il y a des gens qui ont des sous pour aller jouer à Atlantic City ou dans l'Ouest américain, et ceux qui en ont moins peuvent facilement aller à Canis s'attaquer avec un billet de métro ou de bus. Donc, on est dans une situation où on leur permet de boire, de fumer à la maison, sans contrôle, et là, on voudrait ne pas les amener au casino, mais les laisser en pleine nature à eux-mêmes. Alors, à mon avis, ce n'est pas une décision très responsable. Alors, ma question, comme député membre de cette commission, comme député membre du gouvernement qui veut prendre une décision responsable, est-ce que je dois décider de laisser ces gens-là aller en pleine nature, sans aucun contrôle, travailler à partir de chez eux devant leur État et moi, je ne me sens pas à l'aise actuellement, donc j'attends votre éclairage, s'il vous plaît. Monsieur Kip, Madame Vincent. Merci. Alors, ça va me faire plaisir de répondre à votre question. Premièrement, vous le savez, je parle de joueurs pathologiques et je parle en fonction des 400 annuellement et de notre expérience clinique. Ce que je peux vous dire, j'ai débattu justement avec mon équipe qui est composée de 6 intervenants, de voir est-ce que les personnes qu'on dessert, est-ce qu'ils fréquentent les casinos illégaux? Alors, face à cette question-là, très peu de notre clientèle fréquente les casinos illégaux. Donc, je veux juste préciser ça. En fonction, bien sûr, on s'entend, il n'y a pas d'étude, je ne peux pas dire que c'est une étude formelle, mais au niveau de notre expérience, et quand même, on dessert, comme je vous dis, depuis 2001, 400 joueurs pathologiques par année. Maintenant, c'est sûr que lorsque vous parlez du jeu en ligne, je vous dirais, parce qu'il ne faut pas avoir l'impression que les joueurs sont qu'un profil. On a plusieurs profils de joueurs. Hein? Blazinski parle de 3 profils au niveau des joueurs, puis c'est ce qu'on voit aussi dans notre pratique. Il y a un profil de joueur où, premièrement, c'est souvent pour se dissocier d'un sentiment de dépression. Okay? Donc, souvent, ces personnes-là vont jamais aller jouer au niveau de l'illégalité. Au contraire, ils vont aller jouer au niveau d'un casino étatique parce que c'est plus, pour eux, c'est plus rassurant. Okay? Donc, je vais juste mettre ce bémol-là. Maintenant, on a aussi une clientèle, je vous dirais, de 10% de personnes âgées qui ont un problème de jeu pathologique. Et ces personnes-là, font pas le jeu en ligne non plus. Alors, je pense que plus on sera prudent dans tous les types d'endroits où les personnes peuvent développer un jeu pathologique, mieux cela sera. Alors oui, cherchons à protéger au niveau du jeu en ligne, mais cherchons aussi à protéger au niveau du casino parce que, selon notre expertise, ça attire pas nécessairement la même clientèle. Alors, je pense que c'est important de regarder et de garder en tête que il y a des personnes qu'on dessert. Vous le savez, le profil type d'un joueur, c'est que les revenus sont pas très importants, donc ils iront pas non plus à l'extérieur. Alors, l'accessibilité, le fait que c'est légal, oui, ça attire bien sûr les joueurs pathologiques. Je pourrais vous dire un exemple aussi dernièrement qu'une intervenante m'a donné, que, vous savez, nous, on travaille à installer des mesures de protection chez les joueurs au niveau du rétablissement et de la réadaptation. Et un joueur qui avait la double problématique, jeu et alcool, dans son plan de traitement, le plan de traitement était d'aller jouer au casino parce que justement, il était capable, parce que dans son plan de traitement, c'était « OK, jeu contrôlé, tu joues, mais tu laisses tomber l'alcool pour être plus vigilant, puis être plus connecté sur la réalité. » Et le plan d'intervention de l'intervenant et du joueur, décidé de façon commune, était qu'il aille jouer au casino parce qu'il était moins sollicité pour l'alcool et ça l'aidait à accepter de pas boire en termes de traitement. Alors, bien sûr, vous me parlez du taux de prévalence, mais il faut parler aussi du soutien déjà au niveau de la réadaptation des personnes qui ont un problème de jeu pathologique et aussi de la sévérité. Hein, parce que dans le jeu pathologique, il y a des niveaux de sévérité.
Et je suis convaincue, et les intervenants qui travaillent dans mon équipe sont convaincus que la prise d'alcool aggrave la sévérité des symptômes de jeu. Monsieur le député Argenteuil. Merci, Monsieur le Président. Alors, c'est un élément de réponse intéressant, mais pas tout à fait satisfaisant sur mes questionnements, Monsieur le Président, parce que, justement, ce que l'Auto-Québec veut faire, c'est d'offrir à ces gens à risque, parce que je suis d'accord qu'on parle surtout de la clientèle à risque, veut leur offrir un endroit sécuritaire, contrôlé, avec des personnes, même des serveurs, qui sont là, non pas formés comme intervenants, mais formés pour être capables de dépister quelqu'un qui est en train de déraper et le référer à un centre de traitement, le référer à des personnes qui seront aptes à intervenir. Ce que ces joueurs-là ne trouveront pas dans un casino autre, ne trouveront pas dans un casino illégal. Et encore une fois, pas besoin de l'Atlantic City, les gens ont accès à ces jeux-là dans des endroits non contrôlés, très près de leur milieu, surtout à Montréal. Alors, ma grande inquiétude, c'est que sous prétexte, encore une fois, de ne pas offrir, de consommer la boisson dans un endroit contrôlé, dans un endroit confortable, on abandonne ces gens-là, on les laisse, et cette crainte-là de les mettre en situation difficile fait en sorte qu'on se ferme les yeux et qu'on les plonge dans une situation difficile, Monsieur le Président. Alors, on fait quoi avec ces gens-là qui vont, de toute façon, qui vont jouer, qui vont continuer à les jouer, qui vont continuer à les jouer et consommer là où ils ne seront pas dépistés, où il n'y aura pas de service? On avance à quoi? Elle est où ma responsabilité comme législateur, madame? Madame Vincent. Je vais compléter ma réponse en vous disant que il faut voir aussi étudier les mesures de détection, de prévention, que vous semblez dire que si on peut pas être contre, je veux pas j'aime mieux que les joueurs jouent au casino que dans les casinos illégaux. On s'entend, on peut pas être contre la vertu. Maintenant, quand vous me dites oui, mais ces personnes-là, au moins, ils jouent de façon avec plus de sécurité, qu'il y a plus de mécanismes de détection. Permettez-moi de vous poser la question de dire, est-ce qu'on a évalué ces mécanismes de protection? Par exemple, nos joueurs nous disent que l'auto-exclusion, par exemple, fonctionne pour certains, mais ne fonctionne pas pour d'autres. J'ai un joueur qui actuellement avait été en auto-exclusion avait demandé pendant 5 ans et est retourné jouer 12 fois depuis. Elle était en rechute. Maintenant, comment on peut dire que un serveur va être capable de détecter quelqu'un qui est en état d'intoxication, donc dont le jugement est altéré au niveau du jeu? Je suis persuadée que la détection va se faire sur des individus qui ont des comportements, des conduites sociales qui vont parler fort, qui vont déranger les autres et qui vont être identifiés comme étant intoxiqués. Les autres, les joueurs, souvent qu'on dessert, sont des personnes souvent aussi qui ont un trouble concomitant au niveau de la santé mentale, anxiété, dépression. C'est pas eux qui en état d'intoxication, c'est pas visible, c'est pas eux qui vont faire des éclats. Alors, comment on va être capable d'aller les détecter? Et comment on va être capable aussi, et si on les détecte, comment on va être capable de les amener à cesser, à aller chercher de l'aide? C'est une approche motivationnelle. Vous savez que même avec les intervenants, tous les intervenants du programme du jeu ont une formation universitaire. Malgré ça, malgré leurs grandes compétences, malgré les formations qu'on leur donne, l'encadrement clinique, on perd des joueurs qui ont décidé de vouloir aller en traitement, mais qui, après ça, abandonnent. Alors imaginez, c'est avec des professionnels, on établit l'alliance thérapeutique. Alors imaginez qu'un serveur, pour détecter et emmener quelqu'un à consulter, l'adversaire est coriace. Vous savez que juste de penser
un joueur pathologique, juste de penser à arrêter le jeu, c'est les mêmes symptômes que le sevrage et l'alcool. Il y a de la transpiration, il y a de l'anxiété. Alors, écoutez, c'est pas une mince affaire la dépendance au jeu, hein. C'est vraiment très important et ça demande pour intervenir auprès de ces personnes-là souffrantes, parce qu'il y a plusieurs raisons pourquoi on joue. Alors, ça demande vraiment, à mon avis, une expertise, un établissement aussi qui donne la formation continue, qui encadre les intervenants pour arriver à aider ces personnes-là à se sortir de l'emprise du jeu puis à retrouver leur liberté de dire non au jeu. Monsieur le député d'Argenteuil. Merci, M. le Président. Simplement pour conclure ma portion de questions, je suis entièrement d'accord avec vous, Madame, quand on pense que des joueurs pathologiques, des gens qui ont vraiment besoin d'un service pour les sortir de là, ça demande des spécialistes. Mais quand ils sont rendus chez le spécialiste, c'est peut-être parce qu'il y a quelqu'un qui les a référés à un spécialiste. Alors, ce qu'on nous montre ce matin dans la rencontre avec l'Auto-Québec, c'est que depuis 2 ans, ils ont reçu le niveau 4, le niveau le plus élevé de certification de l'Association mondiale des loteries, basé sur 7 principes de jeu responsable. Alors, je crois que ces gens-là sont parfaitement aptes à détecter, non pas à intervenir comme spécialistes, c'est pas ce qu'on nous a dit, c'est pas ce qu'on nous présente, mais ils sont aptes à détecter et on peut prendre des mesures immédiates et si c'est nécessaire, les référer. Alors, moi, je me sens très confortable et rassuré par cette présence-là. Et ma question, nommez-moi un seul endroit ailleurs que dans les casinos gérés par l'Auto-Québec, un seul endroit dans les casinos à Kanesatake, aux États-Unis, en Ontario, nommez-moi un seul endroit qui présente cette assurance-là de contrôle, de suivi chez les joueurs. Madame Lecomte. Alors, 2 éléments que je vais reprendre. C'est comme si, Monsieur le député, vous faites un lien direct entre la consommation d'alcool et le fait que les gens ont quitté le casino d'État et vont vers un casino illégal. Il n'y a pas vraiment de lien direct. Puis pour être capable de faire un lien direct, il faudrait être capable d'évaluer ça, puis de voir pour quelles raisons ces joueurs-là se retrouvent dans les casinos illégaux. Ce serait trop simple que ça soit seulement l'alcool. Il doit y avoir d'autres facteurs. Et quand vous faites un lien direct comme ça rend ça simple. L'Auto-Québec nous dit, c'est simple, ils ont une perte de joueurs, puis ils attribuent ça au fait que dans les casinos illégaux, il y a de l'alcool. Il doit y avoir d'autres facteurs, puis il faudrait évaluer les autres facteurs. L'autre élément, c'est, vous avez raison, Monsieur le député, c'est extrêmement sécuritaire dans nos casinos, puis il ne faut pas amener un facteur de risque supplémentaire qui est l'alcool. Mais vous avez raison, on est chanceux au Québec d'avoir des casinos d'État qui sont préoccupés par les facteurs de risque. Nous, ce qu'on dit, c'est que d'amener de l'alcool, c'est un facteur de risque supplémentaire. On est devant une consommation d'alcool qui désinhibe les personnes. Madame le député de Sainte-Rose, il vous reste 5 minutes et demie. Alors, bonjour, mesdames et messieurs. Je pense que vous avez très, très bien décrit toute la problématique reliée aux dépendances, que ce soit dépendance du jeu, dépendance au jeu, en fait, le jeu pathologique, dépendance à l'alcool, dépendance aux drogues. C'est clair que les dépendances amènent d'autres problématiques dans l'entourage immédiat des personnes, que ce soit des problèmes conjugaux, des problèmes légaux, des problèmes financiers. Donc, vous avez très bien décrit et je pense que ça, on remet pas du tout en question ce fléau que peut représenter dans la vie de quelqu'un de souffrir d'une dépendance. Maintenant, je reprendrai un petit peu le raisonnement que Madame vient de faire concernant ce que disait mon collègue. Donc, le raisonnement de lien direct, je pense qu'il s'applique aussi à l'inverse. Il s'applique où on ne peut pas faire de lien de cause à effet. Et j'aimerais vous citer, parce qu'on en a parlé, il y a quelqu'un qui l'a cité ce matin, la chercheuse Louise Nadeau. Je
j'aimerais vous citer un extrait de son étude où elle mentionne ce qu'on sait d'après les études qui ont été faites. Il y a deux variables. D'une part, les gens jouent plus longtemps et d'autre part, il y a plus grande probabilité qu'ils augmentent l'argent dépensé, c'est-à-dire l'argent misé. Elle poursuit, faut-il pour autant faire un lien direct entre le jeu et la consommation d'alcool? Louise Nadeau est plutôt nuancée. Elle dit « Les joueurs pathologiques et les joueurs à risque sont tous de grands consommateurs d'alcool. Mais on n'a pas attendu l'alcool au casino pour que ça soit la situation et on n'a pas attendu non plus que les joueurs pathologiques ou à risque aillent dans les bars et jouent avec les appareils de l'auto-vidéo. D'où mon incapacité, c'est toujours Mme Nadeau qui parle, d'où mon incapacité de dire si oui, il va y avoir augmentation du jeu avec l'arrivée de l'alcool dans les aires de jeu, parce que déjà, c'est là, c'est présent. Est-ce que ça va être plus? Est-ce que ça va être moins? Je ne peux que vous dire que ce sont deux facteurs associés. Elle ne se permet pas, dans le cadre de sa recherche, de faire ce lien de cause à effet. Alors moi, Monsieur le Président, j'aimerais poser la question, est-ce que vous avez des études vraiment rigoureuses sur les impacts positifs ou négatifs de cette mesure que nous proposons? Et est-ce qu'on peut garantir, est-ce que vous avez d'où vous vient cette certitude qu'il va y avoir nécessairement un impact sur le jeu? Madame Vincent. Madame Vincent. Merci. Alors, je pense que au niveau d'Éducalcool, le lien, et je pense qu'Éducalcool a une notoriété au niveau intellectuel assez importante, le fait, le lien. OK? C'est sûr que, et nous, au niveau de notre connaissance, notre sens, au niveau clinique et de notre suivi, on peut vous dire qu'on fait le lien et les usagers font le lien aussi. Et même au niveau de vos mesures qui sont sur votre site, au niveau de la protection du jeu pathologique, vous le dites vous-même sur le site de l'Auto-Québec, de pas mélanger alcool et jeu. Alors ça, je pense que je pense que c'est assez évident. Est-ce que ça va augmenter la probabilité? Ça, je peux pas vous répondre. Ça, non, c'est une autre question. Mais est-ce que ça va augmenter la gravité des personnes? Ça, je peux vous répondre. Puis, oui, ça va augmenter la gravité pour toutes les raisons qu'on vous a dit. Alors, donc la sévérité, l'alcool va exacerber la symptomatologie du jeu pathologique. Donc, oui. Et ça va et ça nuit justement un peu à tout le rétablissement, parce que plus la personne a une sévérité au niveau de sa pathologie, plus les efforts pour elle d'arriver à se sortir de la dépendance est importante. Vous savez que en moyenne, et vous savez qu'au programme du jeu pathologique, en moyenne, quand on accompagne quelqu'un au niveau d'un traitement, c'est au niveau là des objectifs atteints, c'est souvent une année d'investissement à essayer, avec les rechutes que ça nécessite, que ça implique, d'appuyer le joueur pour qu'il se défasse de ce jeu. Alors plus le problème est sévère, ben c'est sûr que plus les méfaits sur la personne est important, les méfaits sur la personne et sur sa famille. Rapidement, à ce moment-là, si je poursuis votre raisonnement, ça m'amène à vous poser la question aussi, que j'ai posée d'ailleurs à certains de vos prédécesseurs. Si on est dans l'optique d'éliminer tous les risques et qu'on considère, comme vous le dites, que l'alcool est un facteur de risque important, est-ce que vous considérez qu'on devrait prohiber l'alcool dans les casinos? Une courte réponse, s'il vous plaît, madame. Écoutez, là, vous m'emmenez à faire une balance, OK, entre mon désir et ma mission et mon travail de protéger les joueurs. Si je vous réponds comme coordonnatrice de joueurs pathologiques et qui sont au fait de leur grande souffrance, j'aurais tendance à vous dire oui, mais si je vous réponds en tant que citoyenne, je vous dirais il faut faire dans la balance. Alors, pourquoi pas? Parce que probablement les gens qui vont jouer au casino de façon ludique vont apprécier d'avoir un verre, mais laissons-les au bar, séparons les deux activités, et je trouve qu'on répond autant au niveau des joueurs pathologiques que de la population en général. Il y a possibilité de quitter sa table et d'aller
d'aller prendre un bar, une consommation, merci. Alors, voilà. Donc, je vous répondrai ça qui est comme un compromis entre la population en général et le joueur pathologique, et même pour la population en général, je serais inquiète. En conclusion, s'il vous plaît. Quelqu'un qui a pris un verre, on le sait, son jugement est altéré. Alors, est-ce que même pour la population en général, il peut faire des mises plus importantes qu'il avait pensé au départ? Ceci met fin au bloc du gouvernement. Pour l'opposition officielle, Madame la députée de Gatineau, pour un temps de 22 minutes. Merci, Monsieur le Président. Alors, merci beaucoup pour votre présentation qui est très claire, et j'aimerais revenir sur vos propos de conclusion suite à la question de notre collègue de Sainte-Rose. L'élément de la clientèle ordinaire, la clientèle qui n'a pas de troubles de jeu pathologique, et la conséquence de pouvoir jouer et avoir son verre de bière ou son cocktail à la main, il y a aussi un impact pour ces gens-là. Bien sûr, c'est comme je disais tout à l'heure, bien sûr, là c'est sûr que mon propos est au niveau des jeux du joueur pathologique, mais bien sûr pour n'importe quel individu, le fait d'avoir pris de l'alcool, c'est pour ça que au niveau de la conduite automobile, on a mis ces règles-là, hein, parce qu'on le sait que ça altère le jugement, la vigilance, et on peut penser que même il y aura des coûts, même pour les personnes qui ont pas de problème de jeu, mais qui pourront dépenser plus que prévu, puis qui après ça retournera dans leur famille, puis dira ben oui, peut-être qu'on devait aller en week-end à la pêche, mais on n'ira pas parce que voilà, j'ai joué plus que je pensais. Puis là, il pourra avoir aussi des conflits avec l'entourage et tout ça. Alors oui, bien sûr. Madame la députée de Gatineau. Je me posais la question, compte tenu de l'expertise que le Centre de l'art Cormier possède, et puis de la renommée surtout que vous avez, est-ce qu'on vous a consulté, qu'il s'agisse de l'Auto-Québec, qu'il s'agisse du ministère de la Santé, de la ministre des Services délégués aux services sociaux, ou même le ministre des Finances, est-ce qu'on s'est tourné vers vous afin d'analyser, de peser le pour et le contre avant d'aller de l'avant avec la mesure qui est sur la table? Madame Vincent. Non, on n'a pas été consulté. D'aucune façon. Madame la députée de Gatineau. Je vais céder la parole à mon collègue, mais je tiens à vous remercier encore une fois parce que votre rapport, il est très, très clair et vos propos sont d'une limpidité. On pourrait vous questionner pendant des heures, mais je pense que votre message est clair et assez direct. Je vous remercie. Monsieur le député Jean Talon. Merci, Monsieur le Président. D'abord, félicitations pour la présentation. Puis, les dernières présentations, on entend à peu près le même message, mais de perspectives différentes, des usagers, des intervenants. Et juste pour bien vous définir, à ma connaissance, parce que je me souviens d'avoir remis un prix d'excellence à votre organisation, au Québec, vous êtes probablement les gens qui possédaient la connaissance scientifique la plus valable avec les recherches, probablement au niveau mondial, que vous avez surveillé la littérature. Juste me le confirmer, vous êtes probablement les gens qui le savent le plus au niveau de la dépendance au Québec. Oui. Madame Vincent. Oui, et au niveau du jeu pathologique, parce que on a la chance d'avoir une grande population, donc d'avoir la possibilité d'avoir de la recherche, d'avoir des chercheurs, etc. Et aussi, c'est qu'on a une équipe dédiée au Centre de l'art Cormier. Mon équipe s'occupe que de soutenir les joueurs pathologiques. Alors, on a vraiment développé une expertise pointue au niveau des joueurs pathologiques. D'autres centres n'ont pas la masse critique nécessaire. Et bien sûr, il y a quand même plusieurs similitudes, mais desservent aussi tout type de dépendance. Mais nous, à de l'art Cormier, on a vraiment une expertise pointue parce que mon équipe d'intervenants dessert que des joueurs pathologiques. Monsieur le député Jean Talon. Puis, au niveau... Je reviens sur la question. Au niveau scientifique, vous possédez vraiment les dernières connaissances, les dernières études. Puis là, du côté gouvernemental, on essaie de nous faire avaler qu'il n'y a pas de lien de cause à effet, mais peut-être un lien associatif. Pour les populations en général, prouver une relation de cause à effet est beaucoup plus complexe. Et quand on veut semer le doute
On fait juste dire, regardez, c'est peut-être juste associatif, il n'y a peut-être pas de choses comme ça. Juste une question comme ça. Faut que vous êtes en commission parlementaire, il faut vous attendre, des fois qu'on va avoir des petites questions un peu vaudou, là, que ça ne répond pas aux normes scientifiques. Êtes-vous étonné de ça? Madame Vincent. Pouvez-vous me... Question qui se pose, puis il n'y a pas de connotation scientifique ou prouvée. Vous avez à répondre à ça. Est-ce que ça vous étonne quand vous pose ce type de questions-là? Écoutez, moi, ma motivation, c'est d'éclairer la commission. Alors, je me dis, on est prêt à répondre à tout type de questions, parce que pour nous, c'est sûr que notre rôle au Centre de l'art Cormier, bien au-delà de la question politique, la question est humaine, et au niveau de l'intervention et de notre mission de soutenir. Alors, pour moi, si je peux éclairer la commission pour protéger les joueurs, qui est de ma responsabilité, et de soutenir mes intervenants dans leur plan d'intervention avec les joueurs, ça va pour moi. Monsieur le député Jean Talon. Puis, tantôt, on a fait mention qu'on est quand même fiers qu'au Québec, que nos casinos avaient des comportements qui étaient modèles. Entre autres, justement, on ne peut pas consommer d'alcool au niveau des aires de jeu. On comprend qu'il y a un mécanisme de surveillance qui n'est pas parfait. Puis je suis très content de ce que vous avez dit tantôt, parce que l'Auto-Québec nous fait toujours mention qu'ils ont un haut niveau de sécurité, qu'ils ont reçu un prix. Mais je ne suis pas certain qu'avec la mesure qu'ils sont en train de mettre en place, qu'ils vont conserver leurs normes de 4e niveau, parce qu'on augmente le risque. Et c'est pas vrai, et vous avez raison. On est habitué de voir des gens en état d'ébriété qui crient, alors que la majorité des gens qui sont en état d'ébriété ont juste un comportement qui est augmenté. Donc, une personne qui est timide va peut-être être plus timide et on ne se rendra pas compte de ces types de comportements. Et quand ils jouent, de toute façon, ils sont concentrés sur leur machine et ça fait juste qu'ils jouent plus, puis on n'est pas capable d'expliquer. Mais si on allait chercher la physiologie, probablement que la cause de l'alcool sur leur système nerveux font que ces personnes vulnérables sont en train de dépenser tout leur argent, se causer des problèmes personnels, ne répondent pas au téléphone de leur conjointe qui leur dit de revenir à la maison, dépensent tout l'argent, puis ça met des enfants en difficulté. C'est à peu près ça l'histoire naturelle de ces gens-là. Madame Vincent. Je vais répondre, si vous permettez, Monsieur le Président. Vous avez entièrement raison. Il y a tous les impacts sociaux entourant ce phénomène-là. C'est toute la population qui est concernée, il faut bien se comprendre. Il y en a que ça va atteindre moins, mais on sait, nous, avec les joueurs pathologiques, que ça va émettre dans une situation encore plus critique, que les personnes à risque risquent de devenir de vrais joueurs pathologiques et que la clientèle du monde ordinaire, qui prend un verre, qui trouve ça bien drôle de jouer, va peut-être vouloir répéter l'expérience. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Première chose qu'on va savoir, ça va nous faire des nouveaux clients. Si on pouvait s'éviter ça, déjà, avec les moyens qu'on a, donner des services. Puis l'équipe qu'on a de l'art Cormier fait un travail extraordinaire. Et je sais qu'ailleurs au Québec, il y a des équipes qui travaillent très fort aussi là-dessus pour contrer les effets néfastes du jeu pédagogique. Si vous arrivez avec une mesure facilitante de cette sorte-là, c'est comme si on décidait du jour au lendemain que la conduite au volant, c'est plus 0,5 ou 0,7. On passe immédiatement à 0,16 puis on verra le résultat. C'est ça qui est dangereux avec ce genre de mesures-là. Monsieur le député Également, puis vous m'avez éveillé à cet argument. L'Auto-Québec nous dit, vous savez, on a une diminution de consommation dans nos établissements, de moins de personnes. Il faut faire quelque chose. Et à ce moment-là, on va faire un comportement, on va mettre de l'alcool dans les aires de jeu. Mais ce que j'ai compris tantôt, c'est que les clientèles qui jouent dans nos casinos actuellement, ce ne sont pas des clientèles qui vont à l'extérieur. Et on est loin d'être certain que ces joueurs-là qui vont à Atlantic City et ailleurs, qui vont possiblement pour d'autres raisons, vont revenir dans nos casinos. Et s'il y a une offre plus grande autour du Québec, il faut penser que juste le fait de mettre de l'alcool avec tous les autres moyens ne veut pas dire qu'ils vont augmenter le nombre de joueurs, sauf que les joueurs qui sont là vont être plus à risque. Et le joueur qui est là, c'est notre voisin, la personne qui va travailler le matin, qui, là, va avoir une raison de plus, à cause des facteurs de risque augmentés, de jouer plus et également de consommer plus d'alcool. Fait que c'est là qu'on va avoir un effet extrêmement important. Et je suis loin d'être certain que l'Auto-Québec, par cette seule mesure, peut-être que les autres mesures peuvent aider, mais en ne mettant pas cette mesure en place, je pense qu'ils ne pénaliseraient pas nécessairement leur budget. Et je suis loin de ceux qui vont aller chercher leurs 40 millions de dollars prévus, sauf s'ils font une atteinte directe à la clientèle qui est locale, qui de toute façon n'irait pas à l'extérieur. Qu'est-ce que vous en pensez comme raisonnement?
Monsieur Thibault, Madame Lecomte. Bien, c'est un raisonnement qui se tient parce que je disais que les gens qui fréquentent pas le casino, qui vont ailleurs, on peut pas faire de lien direct. C'est pas seulement le fait qu'il n'y ait pas d'alcool qui fait qu'ils quittent le casino. Il y a d'autres facteurs qui peuvent être des facteurs comme la proximité d'un jeu disponible plus près de leur domicile, qui peut être toutes sortes de facteurs. Mais on peut pas faire de lien direct avec le fait de dire c'est seulement le fait qu'il n'y ait pas d'alcool. Monsieur le député Jean Talon. Puis, si je comprends bien, quand vous êtes venu aujourd'hui, pour vous, la recommandation, puis vous l'avez fait, c'est définitivement que le gouvernement pourrait mettre en place les autres mesures pour avoir un jeu responsable. Et la mesure précise de consommation d'alcool dans les heures de jeu, c'est pratiquement contre-indiqué médicalement. Je peux que, si je parle au nom des joueurs pathologiques et au nom des intervenants, on peut que faire, le Centre de l'art Cormier peut que faire cette recommandation-là, puisque notre mission est d'aider ces personnes-là et de les soutenir et d'éviter que ça se chronicise au niveau des problèmes. C'est sûr qu'on peut pas être contre le fait de vouloir si vous voulez, rapatrier l'argent des sites illégaux. Ça, c'est sûr que ça, on est tout à fait d'accord et c'est très louable. Mais on pense qu'il y a d'autres façons de le faire que d'augmenter le risque. Par exemple, est-ce que... Je me connais pas trop en informatique, mais est-ce qu'on pourrait bloquer les sites illégaux pour les gens qui sont sur Internet et qui y vont? Parce qu'en plus, on le sait que ces sites-là, c'est risqué. Nous, on n'aime pas que les personnes qu'on dessert aillent sur les sites illégaux au niveau du jeu en ligne. Est-ce que on pourrait les bloquer? Puis peut-être que si on les bloque, ça ramènera un peu l'argent illégal dans les coffres de l'État pour justement soutenir toutes les mesures sociales. Mais voilà, il faut prendre le temps de réfléchir parce que l'enjeu est trop important pour les joueurs pathologiques et pour les centres de traitement. Alors, ce que je vous dirais, c'est juste prenons le temps de réfléchir. L'objectif est bon et louable, mais essayons de trouver une façon de le faire qui augmente pas les risques. Ce serait un peu... Monsieur le député Jean Talon. Monsieur Thibault. Simplement pour compléter, la mesure actuelle, le délai, l'obligation pour le joueur, que ce soit une personne normale ou que ce soit une personne qui a des problèmes de jeu, de s'arrêter et d'aller au bar s'il veut une consommation, c'est salutaire. Ça, on peut pas faire autrement que de le penser de cette façon-là, parce que ce temps d'arrêt-là lui permet... Peut-être qu'il va passer par-dessus, va aller chercher son verre, va le consommer, va revenir après ça jouer, ça dérangera rien, mais la chance qu'il y ait une étincelle qui le fasse réfléchir, dire où je suis rendu aujourd'hui, là, est là. Puis ils l'ont vu en traitement, que souvent des joueurs, ils réagissent à ça, puis ça lui donne la chance de se récupérer. Si vous l'enlevez, comment ils vont se récupérer? Monsieur le député Jean Talon. Un dernier commentaire. J'ose avouer, je trouve ça très désolant que lorsqu'ils mettent ces mesures-là en place, ils consultent les comptables pour savoir combien ils vont faire plus d'argent, mais ils ne consultent pas les experts qui traitent les clientèles qui vont être atteintes par ça et qui ne consultent pas également les gens qui ont été atteints par ça. Je trouve ça très désolant, puis je pense que c'est une des raisons pour lesquelles le gouvernement devrait reprendre sa position puis refaire le travail comme il faut, puis le faire dans l'ordre, faire les consultations, puis après prendre une décision. Je vais laisser la parole à ma collègue. Madame la députée Bourassa-Sauvé. Merci, Monsieur le Président. Bravo pour une excellente présentation, vraiment. J'ai quelques petites questions. Je comprends que vous avez 400 employés, parmi lesquels il y a 22 chercheurs. Quel type de recherche vous faites quand aux joueurs qui ont cette pathologie de jouer? C'est quoi la nature de la recherche que vous faites avec ces personnes-là? Madame Vincent. C'est sûr que je pense que nos chercheurs seraient plus à même de vous donner une réponse exhaustive. Mais ce que je peux vous dire, c'est que il y a des recherches. Il y a eu la recherche au niveau du taux de prévalence, où certains de nos intervenants ont participé. Il y a eu une recherche aussi au niveau
des caractéristiques des joueurs. Maintenant, on pourrait peut-être vous faire parvenir, peut-être au niveau de la mission universitaire, un peu la liste des recherches qui ont été effectuées au niveau du jeu. Il y a eu des recherches aussi plus cliniques, où des chercheurs sont venus dans mon équipe pour vraiment essayer de dégager le profil des joueurs, puis de nous aider dans nos hypothèses et dans notre façon d'orienter notre traitement. Alors, il y a eu aussi de la recherche qui sert aux intervenants pour qu'on offre un service plus de qualité. Mais je ne sais pas si, France, tu veux ajouter quelque chose au niveau de la recherche? Est-ce que vous pourriez envoyer au président une copie de cette liste, et si on identifie de la recherche sur cette liste qui pourrait nous être utile, on pourrait par la suite revenir et vous demander pour une copie de ces rapports-là. On vous demande d'envoyer au secrétaire de la commission, s'il vous plaît, à le secrétaire de la commission. Et est-ce que je peux me permettre, Monsieur Madame le Président? Vincent. Merci. Aussi, un des documents de référence, un document qui a été fait par la CRDQ, qui fait un peu la recension. C'est sûr que c'est ça qui fait un peu la recension des écrits et des recherches. C'est vraiment un document de référence très important. Alors peut-être que on pourra aussi vous envoyer la référence, parce que c'est vraiment la recension des meilleures pratiques et de toutes les recherches au cours des ans qui ont été faites sur le sujet. Vous savez que la recherche, puis je pense que France vous l'a bien dit, vous savez, c'est depuis peu qu'on s'intéresse aux jeux pathologiques. Donc, il y a des recherches récentes et comme vous le verrez, il y a beaucoup de problèmes de méthodologie dans les recherches au niveau du jeu, ce qui qui est corrigé là actuellement avec nos chercheurs. Mais quand même, je trouve qu'il y a des éléments qui pourraient éclairer la commission qui se retrouve au niveau là du guide des bonnes pratiques et l'offre de base au niveau du jeu pathologique que la CRDQ, avec bien sûr la collaboration des établissements, ont produit. J'ai une copie que je pourrais vous laisser immédiatement à la secrétaire. J'ai une copie aussi du document d'Éduc-Alcool, l'alcool et les mélanges. Là. Alors, je pourrais vous laisser ça. J'ai ça dans ma serviette, je vous laisserai ça. À la secrétaire de la commission. Oui, je vous déposerai ça. Qui va le diffuser à tous les membres de la commission. Oui. Madame la députée de Bourassa-Sauvé. Merci. 5 minutes. 5 minutes? Oh, beaucoup de temps. Alors, OK. Ici, je vois qu'on parle de 44 000 Québécois. 44 000 Québécois est moins que 0,7 % de la population. Donc, 44 000 Québécois, c'est un chiffre, c'est à quelle date? Parce que quand je vois un chiffre et je ne sais pas la date que ça correspond, je ne sais pas si c'est il y a 10 ans, il y a cette année, il y a 2 ans. Écoutez, c'est assez récent. C'est la conseillère aux communications chez nous qui nous a donné ce chiffre-là. Elle est partie de la population, du nombre de population au Québec qui a 18 ans et plus. Et là, elle a fait 18 ans et plus. Et là, elle a fait le 0,7 % du 18 ans et plus, ce qui donnait 44 000 Madame la députée de Bourassa-Sauvé. C'est actuel. Vous savez comment ils sont arrivés à ce chiffre? Non, de 44 000. Elle a calculé 0,7 % de la population du Québec de 18 ans et plus. On est arrivé à 0,7 % alors. Ça, c'est le taux de prévalence. Le taux de prévalence, il y a eu une recherche qui a été faite, menée par Sylvia Kérouz et Louise Nadeau, dont les intervenants du programme Jeux ont participé, ont contribué. Okay? Alors, c'est sûr que je peux pas, c'est vraiment ces personnes-là qui seront en mesure de vous dire comment a été fait la recherche, mais cette recherche-là a été faite par appel téléphonique sur plusieurs mois, mais je serais vraiment plus à l'aise si les chercheurs vous présentaient leur méthodologie. Madame la députée de Bourassa-Sauvé. J'aimerais maintenant parler des 400 personnes que chaque année viennent au Centre de l'art Cormier et que vous traitez. Est-ce que vous pouvez me dire combien ça vous coûte par personne, par jour, pour traiter
à une personne qui a un problème de jeu? Écoutez, ça va être vraiment, parce que tantôt on a entendu la question, alors France et moi, on savait que ça, ça nous serait posé. Alors c'est approximatif, hein, bien entendu, c'est rien de scientifique, c'est approximatif, mais selon nos calculs rapides de tout à l'heure, c'était entre 12 et 15 000 $, on pense. par année. Par individu. Par année. Par individu? Oui. Ah, c'est pas par jour, c'est par individu. Non, par individu. OK, parfait. Par individu. Au niveau, S'il vous plaît, une personne à la fois pour les personnes qui prennent la transcription. Alors, Madame Vincent. au niveau traitement, hein, mais c'est sûr que en plus du traitement, souvent, et à $Cormier, les joueurs peuvent aussi aller à d'autres types de thérapies, le psychologue ou le psychiatre ou etc. Hein, donc, ça peut être un ensemble de services. Moi, je vous donne que au niveau du coût à $Cormier pour le traitement. Mais c'est sûr que, comme je vous disais tout à l'heure, il y a des profils de besoins et des motivations différentes de jouer, et quelquefois, bien sûr, on travaille en réseau avec les psychiatres, avec d'autres professionnels. Alors, ces coûts-là, je peux pas vous les dire. Madame la députée Bourassa-Sauvé, il vous reste 1 minute et demie. Et, dans un article dans la Gazette du 21 mai, c'est Brenda Shannon qui a écrit l'article. Elle fait référence à un chiffre qu'elle a de l'Auto-Québec, que l'Auto-Québec a obtenu d'une étude faite à l'Université Concordia, qu'en en 2009, 70% des adultes québécois avaient joué au moins une fois, et que la moyenne pendant l'année était plus que $700 par personne. S'il vous plaît, dans 1 minute. Oui, c'est exact. C'est des chiffres qu'on connaît. Et l'alcool dans les aires de jeu peut que faire que ce montant de $700 soit plus élevé. C'est notre croyance, c'est ce que nous pensons. Avec les données que nous connaissons au niveau clinique, au niveau du comportement humain, c'est des hypothèses, bien sûr, il faudra que ça soit confirmé par les chercheurs, mais au niveau de notre compréhension clinique et humaine, oui, on pourrait le penser. Merci. Si maintenant se bloque, alors Madame la députée de Groux pour un bloc de 6 minutes. Merci, Monsieur le Président. Merci d'être présent. Je voulais vous référer à une étude qui est citée dans le livre de l'Institut national de santé publique du Québec, à la page 188, où il est mentionné que la disponibilité d'alcool dans les lieux de jeu est unanimement réputée nuire au contrôle des habitudes de jeu, car il s'agit d'un désinhibiteur reconnu. Alors ça, c'est tiré d'une étude de Crockford et Gubelli, 1998, et de Baron et Dickerson, 1999. Les résultats de recherche démontrent que la consommation d'alcool prolonge la session de jeu, accentue la prise de risque et amplifie les pertes financières. Des restrictions d'accès à l'alcool représentent une mesure préventive d'importance. Alors, selon l'expertise que vous avez dans votre centre et les chercheurs, qui sont avec vous, est-ce que vous avez validé ces hypothèses-là et ces études-là? Vincent. Absolument. Je pense que selon le suivi qu'on fait auprès des joueurs, eux-mêmes nous le disent, que l'alcool nuit aux objectifs qui s'étaient mis et amplifie les symptômes du jeu pathologique. Alors, nous sommes tout à fait en accord avec ce que vous dites. Merci. Tout à l'heure, dans votre allocution, vous avez précisé certaines caractéristiques de votre clientèle. Et on avait entendu ce matin qu'on essayait d'aller récupérer des gens qui vont jouer en ligne ou jouer à l'extérieur. Il semble, selon ce que vous avez décrit tout à l'heure, que ce ne sont pas les caractéristiques de votre clientèle. Vincent. Selon les intervenants, ce n'est pas la majorité de notre clientèle qui va dans les sites illégaux, non. Alors qu'une mince partie des joueurs que nous desservons fréquentent le jeu illégal. Madame la députée de Groux. Merci. Alors, l'argument qu'on nous sert depuis le début de la journée de dire
on veut rapatrier cette clientèle-là dans le casino et leur offrir de l'alcool aux tables dans un milieu plus sécuritaire. Pour vous, ça tient pas la route, ce que je comprends. Attendez, ça tient pas la route pour les 400 qu'on suit. Okay? Je peux pas m'exprimer pour tous les joueurs pathologiques parce qu'il y a une partie des joueurs pathologiques qui consultent pas. Hein? Alors, il y a 7% des joueurs pathologiques qui consultent. Mais on peut penser qu'à $Cormier, ceux qui consultent pour passer au-delà des fois des difficultés à demander de l'aide et de la stigmatisation que ça peut emmener, c'est des personnes qui ont un problème important de jeu pathologique. Alors pour ces personnes-là, je peux répondre que oui, que ils ne fréquentent pas. Merci. Alors dans le fond, la situation actuelle du casino qui est quand même reconnue puis où on a un endroit suffisamment sécurisé à l'abri de l'alcool dans les aires de jeu, pour vous, est beaucoup plus sensé que de permettre l'alcool dans les aires de jeu, dans les casinos. Bien sûr, parce qu'on s'en sert du casino, même au niveau de nos plans d'intervention de réduction des méfaits. Hein? Les personnes qui fréquentent les bars avec les appareils de loterie vidéo, quand ils sont dans le désir de contrôler leur jeu, mais pas encore dans l'arrêt, hein, parce que nous sommes en réduction des méfaits et on suit le joueur dans son cheminement. On va prendre souvent le moyen de comme ça, on est sûr l'alcool ne sera pas présent lors de son épisode de jeu. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, il y a un joueur qui a les deux problématiques et qui veut arrêter de boire mais continuer avec un jeu contrôlé, va au casino parce que l'alcool est moins accessible qu'avant dans son jeu où il allait dans les bars. Alors, vous voyez que même pour nous, au niveau de notre plan d'intervention, des fois, on se sert du casino pour répondre aux besoins de ces usagers-là qui sont en réduction des méfaits. Donc, le fait qu'ils aillent au casino sans consommer, leur jeu est plus contrôlé et ils ont plus de facilité à respecter un peu l'entente qu'ils ont pris eux-mêmes avec leur intervenant de jouer tant d'argent et après ça de quitter. Hein. Donc de protéger un peu l'argent pour la nourriture ou les études des enfants. Madame Lepage-Groux, il vous reste 1 minute. Merci. Alors, ça, c'est très important ce que vous venez de dire là pour moi, dans le sens où actuellement, même le casino, dans la forme où il est, fait partie d'un plan de traitement. Alors que si on ajoute l'alcool, on pourra plus l'utiliser comme plan de traitement pour cette clientèle. Pour certains de nos clients qui sont en réduction de méfaits, puis que un des éléments de risque, et justement parce qu'ils consomment de l'alcool, donc d'aller au casino, c'est un élément protecteur. Alors, merci, M. Thibault, Mme Vincent, Mme Lecomte, merci pour votre présentation. Merci d'être avec nous ici aujourd'hui. Collègues, je lève maintenant la séance et la commission adjourne ses travaux au jeudi 30 mai à 15 heures. Merci, bonne soirée.